Bonjour à tous, c'est GP. Alors oui, je sais, vous n'avez pas eu ce genre de vidéo depuis un certain temps, mais aujourd'hui je reviens avec l'histoire de Tintin avec cette fois-ci les tomes 14 et 15, et on va commencer avec le tome 13 avec Tintin, les 7 boules de cristal. Vous allez voir, vous allez voir, sur ces 3 tomes, beaucoup de personnages que vous connaissez très bien. Le tome 13 commence avec Tintin et Milou qui se rendent à Moulassin en train, où Tintin lit un journal parlant d'une expédition archéologique dans les centres dirigée par le professeur Sanders Hartmut. Le journal disant que l'expédition avait ramené une momie inca. La momie d'un ancien roi inca appelé Rastar Tapat. Tintin arrive à Moulassin, approchant le capitaine qui l'invite ainsi que le professeur Tournesol. Oui, il savait mentir celui-là. Atot invite Tintin à lui montrer une expérience à Moulinsart. Expérience d'illusionniste où en gros, un tour de magie où on transforme apparemment l'eau en vin. Enfin, Atot essaye, mais devinez-toi, après son fameux petit tour de magie, Tintin goûte le verre et c'est pas du vin mais de l'eau. Atot est furieux car il n'arrive toujours pas à imiter le sorte illusionniste qui n'arrête pas de voir au musical. Pour il invite alors Atot invite alors Tintin à aller avec lui au musical ce soir. Avant l'illusionniste, il y a plusieurs surnuméros comme celui de Fatir Ratalam Lam. Le Fatir fait alors finir sa voyante Yamila. Après plusieurs questions, le Fatir demande à son assistante, tente le nom la profession du mari de cette femme, d'une femme. La, cette, le mari de cette femme se nomme Clermont et il est cinéaste. Mais c'est alors que Yamila a une terrible vision où il voit son mari revenir d'un lointain voyage et qu'il souffre terriblement. Il souffre de la colère du dieu soleil. Yamila s'évanouit et finalement, le directeur du musical informe Madame Clermont que son mari est tombé malade. Il s'avère que Tintin révèle ensuite que Clermont est le cinéaste qui accompagnait l'expédition Sanders Hartmut. Il passe le prochain numéro et celui de Rastartapat, lanceur de poignard, qui n'est nul autre que le général Althazar. Vous savez, le général sud-américain là que Tintin a rencontré durant l'affaire de l'oreille cassée. Crée un numéro de poignard assez dangereux. C'est au tour de Pianta Castafiore. La cantatrice triste Tintin a rencontré en Siltavie. Mais évidemment, comme elle chante vachement fort, Milou se pète les tympans et en de tout l'heure, Tintin et Haddock décident de sortir pour laisser la Castafiore faire chanter pour dire coucou au général Althazar. D'ailleurs, le général Althazar présente son assistant, dans Chiquito, qui est un sud-américain assez paranoïaque. Après avoir dit bonjour au général Althazar, Tintin et Haddock retournent dans la pièce pour ne pas rater l'illusionniste. Un petit accident, se font virer du musical. Deux jours plus tard, Tintin est chez lui toujours dans son appart, alors qu'il n'a que 15 ans, et voit dans le journal que le professeur Sanders Hartmut, le, le professeur qui dirigeait l'expédition dans les centres, est frappé d'une terrible maladie comme le cinéaste Clermont. Bon. Les Dupont rendent aussi visite à Tintin pour parler de l'enquête, où il révèle qu'on a retrouvé près du corps des victimes des morceaux de cristal, d'une boule de cristal, et après les analyses, elle contiendrait un liquide soporifique. Ce ne fait donc aucun doute, ce n'est pas une épidémie, mais des actes criminels. Quelqu'un empoisonne les morts de l'expédition, mais qui?
Et surtout, pourquoi? Il hésite. Lors de prévenir les autres membres de l'expédition, mais Tintin et les Dupont apprennent que le professeur Lopépin est également tombé dans cette léthargie. Si, si, Tintin réalisant que décide alors de prévenir les autres membres de l'expédition, dont Monsieur Marc Charlet, où ce dernier décide de les où ces derniers le préviennent. Charlet décide alors de rentrer chez Tintin, pour en apprendre plus sur l'affaire. Prévient suite Monsieur Cantonneau, l'autre membre de l'expédition qui accompagnait tellement l'expédition de Tintin à la recherche de l'étoile mystérieuse, vous savez, comme dans le tome 10, malheureusement, il est lui aussi tombé dans le coma par la malédiction de cette boule de cristal. Quelques heures plus tard, Marc Charlet arrive, mais malheureusement, trop tard, lui aussi a été victime des boules de cristal. Les autres membres de l'expédition sont alors surprotégés par la police. Lys, Monsieur Ornay, le conservateur d'un musée et autrement de l'expédition, reçoit alors un colis, mais les Dupont trouvent ça louche, décident de l'analyser, qui ne contient un magnifique papillon. Tintin vient alors, et apparemment, le Dupont qui surveille sa fenêtre, ne la surveille plus, et du coup, Monsieur Harnais est lui aussi victime des boules de cristal. Une vraie malédiction. 6 explorateurs plongés dans le coma, plus qu'un Monsieur Pertamotte. Pertamotte qui s'avère être un ami du professeur Tournesol à l'époque où ils faisaient leurs études en sciences. Tintin, Atot et Tournesol décident de rendre visite à Pertamotte chez lui. Ils sont à Tuy où ils remarquent que la mission de Pertamotte est vraiment très protégée. Chez Pertamotte accueille son vieil ami et présente même la momie de Rastartapat, le roi inca qui sont ramenés de l'expédition. Soudain, un orage se prépare et malheureusement, à cause de la chaleur, les pneus de la voiture de Tintin explosent. Et malheureusement, Atot n'a pas de route de secours. Du coup, pas le choix, il va falloir attendre un garagiste chez Pertamotte. Dans la nuit venue, Pertamotte présente à Tintin la traduction des inscriptions se trouvait dans les tombeaux de Rastartapat, qui parle d'une prophétie disant que les 7 explorateurs reviendront dans leur pays natal avec la momie de Rastartapat, mais que sa malédiction les poursuivra à travers les mers et les monts. Soudain, un orage frappe la cheminée de Pertamotte, et une énorme boule de feu arrive et fait même voler la chaise de Tournesol avant de se projeter sur la momie et la fait disparaître. Motte panique en réalité, s'était également frappé par la prophétie, car le jour où dans un éclair éblouissant, Rastartapat aura déclenché sur lui-même le feu purificateur et sera retourné dans son élan primitif, ce jour-là sonnera pour les impies l'heure de la vengeance. Une vraie sorcellerie. Tintin, la nuit venue, alors que tout le monde est au lit, Tintin fait un terrible cauchemar où il voit Rastartapat lancer une boule de cristal sur lui. Heureusement, vu que c'était qu'un rêve, Tintin se rassure, mais il entend Atok paniquer et vient vers lui. Ce dernier aurait fait le même cauchemar que lui. Et devinez quoi, Tournesol aussi avait le même cauchemar. Soudain, Milou se rend à la chambre de Pertamotte, sentant que quelque chose ne va pas. Tintin et un policier entrent de force dans la chambre, mais remarquent que Pertamotte dort, pensant qu'il dort juste paisiblement. Des éclats de cristal sont sur la pièce. Pertamotte
Mott est plongé dans le coma comme les autres membres de l'expédition. Ainsi, la dernière victime de la prophétie de Rastatapat a été réalisée. Sa dernière victime est plongée dans le coma. Mais comment ça s'est produit? Toutes les issues étaient verrouillées, les fenêtres fermées, et des policiers partout. Tout. Et plus frustrant encore, les bijoux de Rastatapat ont disparu. C'est alors que Tintin remarque une corde sur la cheminée. C'était par là que la trésor de Bergamote était entrée. Très, très. Et justement, le mist, un homme s'enfuit dans les poids. Le policier lui tire dessus, le touche, mais réussit quand même à s'enfuir. Fuir, fuir. Tintin et Atok mènent les recherches avec la police, quand soudain, ils s'entendent Bergamote hurler de douleur. Ils reviennent chez lui pensant qu'on l'adresse, mais il s'avère que Bergamote délire et se met à hurler tout seul, avant de retomber d'un seul coup dans le coma. Le lendemain matin, Tintin et Atok font appel à un médecin, mais apparemment, Bergamote est calme et juste dans le coma, jusqu'à ce qu'il se remet à hurler. Le professeur Tournesol demande alors à Tintin où est Bergamote, mais étant complètement sourd, Tournesol pense qu'il est dans le jardin. Tournesol le recherche et essaie de le chercher grâce à son pendule. Pendule. Mais il remarque que son pendule agit bizarrement. Mais en réalité, c'est parce qu'il avait découvert le bracelet de la momie. Tournesol l'enfile et décide de retourner à la maison de Bergamote. Mott commence à s'inquiéter. Tintin et Atok recherchent le professeur Tournesol. Jusqu'à et Tintin remarque une marque de sang sur un arbre. Il s'avère que le fuyard de cette nuit s'était tout simplement caché dans l'arbre. Voilà pourquoi on ne l'a pas retrouvé. Tintin décide d'inspecter l'arbre pensant que le fuyard y est toujours. Mais du haut de l'arbre, il remarque le parapluie de Tournesol par terre. Et il remarque aussi que quelqu'un s'était battu. Ou plutôt débattu. Tournesol était passé par là et le fuyard lui a bondi dessus et l'a kidnappé. P. P. Milou part à la recherche de Tournesol et ils s'atteignent l'avant du jardin où ils se font mitrailler. Et tel un scénario de bataille de la Première Guerre mondiale, Tintin et Atok réussissent. Très le camp de la nuit, il y a le désarmé. Ils sont alors de force dans la pérandade, mais trop tard, les bandits se sont enfuis. C'est que le professeur Tournesol comme otage. Plus choix, il faut à tout prix mobiliser la police. Mais pour Tintin et Athos, cela reste incohérent. Pourquoi aurait-on kidnappé Tournesol Pendant ce temps, la voiture noire des voleurs, des kidnappeurs de Tournesol, arrive un par des gendarmes, mais le passe de force. À un autre parage plus loin, les gendarmes interrogent une voiture beige, mais le conducteur dit ne pas avoir vu une voiture noire et la laisse partir. Tire, tandis que les gendarmes qui poursuivaient la voiture noire des kidnappeurs ont dit qu'il la suivait toujours pourtant. Vraiment bizarre. Ça, les gendarmes inspectent alors les poids et retrouvent la voiture noire des kidnappeurs. Ils s'en informent Tintin et Atok qui arrivent sur les lieux. Mais aucune trace ni de Tournesol ni de ses ravisseurs. C'est alors que Tintin en déduit qu'ils sont déjà dites de toute façon. Ça ne sert à rien, les ravisseurs sont déjà loin. Pourquoi? Eh ben, tout simplement parce qu'ils sont désormais dans une grosse voiture beige. Parce qu'il y a tout des traces de pneus différents et des marques de voitures beige. Et, et devinez quoi? Quoi? Le chef des gendarmes se rappelle qu'il y avait une grosse voiture beige avec des marques de rayures grises prouvant qu'elle a dû heurter quelque chose et perdre une partie de la peinture. Les- la police tenait les ravisseurs de Tournesol et ils se sont enfuis.
Heureusement, Tintin et Atot préviennent la police et la presse de la nouvelle voiture des ravisseurs. Le lendemain, Tintin reçoit un appel des Dupont qui lui demande d'aller à l'hôpital où sont soignés les 7 archéologues. Tintin s'y rend et apprend que les archéologues se réveillent toutes les 12 heures de leur coma pour un bref instant en faisant des cris de panique et en hurlant de douleur. C'est vraiment de plus en plus étrange cette histoire. Tintin retourne à Moulin, ça où le pauvre capitaine Haddock souffre de dépression. Il faut croire que même si dans le dernier tome il n'aimait pas trop Tournesol, il commence sérieusement à lui manquer. C'est alors qu'il reçoit un appel de la police où il apprend qu'on a retrouvé la voiture des kidnappeurs aux portes de Saint-Nazaire. Il se précipite alors pour se changer et part avec Tintin à Saint-Nazaire, espérant arracher Tournesol à ses ravisseurs. Une fois arrivé là-bas, le chef de la police le prévient que malheureusement la voiture a été retrouvée dans l'eau, sûrement jetée par les ravisseurs pour ignorer toutes les pistes. Et malheureusement, il n'y a plus aucun moyen de les retrouver. Décide alors leur tomber l'enquête sur le port et Tintin retrouve sur un bateau pour l'Amérique du Sud le général Gaza qui tourne au San Teotoros Rose pour y mener la résistance. Parce que oui, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait, le général Tazar s'est retrouvé en Belgique dans un musitoul, car son rival, le général Tapioca, l'a renversé lors d'une révolution. Enfin bref. Le général Tazar, ça révèle d'ailleurs à Tintin que Chijito a disparu il y a 8 jours. 8 jours. Alors, et justement, devine-toi, Tournesol a été kidnappé il y a 7 jours. Drôle de coïncidence. Il apprend aussi que Chidito est un derniers descendants des Incas et que son vrai nom est Rupat Inca Huapo. Tintin remarque alors plusieurs coïncidences entre tout ceci et décide de mieux mener l'enquête. Tintin et Todd décident alors de se rendre à La Rochelle, pour demander des informations au capitaine Chester, l'ami du capitaine Haddock. Malheureusement, le bateau du capitaine Chester est déjà parti à l'eau. Haddock s'énerve et frappe sur un chapeau où se cachait une pierre, la farce la plus classique au monde. Monte. Alors, lors qu'ils partent plus loin, Milo rapporte le chapeau pour que les 2 garnements qui ont fait la force au capitaine ont utilisé. Il s'avère qu'il s'agit du chapeau de Tournesol. Pièce initiale T.T pour Trifon Tournesol. Tintin et Haddock retrouvent les 2 garnements qui ont fait la farce au capitaine et l'un d'entre eux révèle qu'ils l'ont retrouvé auprès d'un Antarctique 7. Il demandait ensuite à la capitainerie et il s'avère faire. Dernier bateau qui était dans l'entrepôt 17 était le Pachacamac. Le nom d'un très vieux dieu inca qui était en route pour le Pérou, le pays des Incas, et tout colle parfaitement. Premièrement, 7 explorateurs ont violé un tombeau Inca. Deuxièmement, Chitito est un descendant des Incas et a disparu une journée avant l'enlèvement de Tournesol. Et Tertio, c'est côté d'un paquebot d'un cargo partant pour le Pérou que se trouve qu'on a retrouvé le chapeau de Tournesol. Conclusion, Tournesol est à bord du Pachacamac. Tintin et Haddock s'embarquent alors dans un avion pour le Pérou dans l'espoir d'arracher chez Tournesol à ses ravisseurs. On passe ensuite au tome 14 de Tintin, le temple du soleil, la suite directe des 7 boules de cristal. Le tome commence avec
Tintin et Atot au Pérou. Hâte de revoir Tournesol. Atot, tot, alors Tatot se fait harceler par les lamas. Matt lui crache dessus. Il retourne il se rend au port où il retrouve les Dupont accompagnés de l'inspecteur de police Lys. Ils voient ensuite le Pachatamat arriver, mais d'autres remarques avec horreur avait à hisser. C'est un pavillon disant qu'il y avait une maladie contagieuse à bord. Et tu vas aller attendre le service sanitaire pour y monter. Et après que le service sanitaire soit reparti, hélas, un autre pavillon arrive, le signal de la quarantaine. Le médecin informe alors qu'il y a 2 cas de peste bubonique et il faut 3 semaines de quarantaine, ce qui tombe vraiment mal. Mais Tintin a un doute. Il demande alors à l'inspecteur de police si le médecin est un Indien et l'inspecteur confirme que c'est bien un Indien. Tintin intitule alors qu'en réalité c'était un mensonge, qu'il n'y a aucune maladie à bord. La nuit venue, il s'est alors inspecté le Pachacamac avec le capitaine Haddock. Tintin plonge à l'eau et infiltre le Pachacamac et arrive et entre dans une cabine traînant de Chigito le repère. Dans cette cabine, il retrouve le professeur Tournesol, que ces derniers ont endormi. Son poignet, le bracelet de Rastar Tapat. Chigito arrive et révèle que Tournesol a été jugé car ce dernier a profané le peuple inca en portant le bracelet de Rastar Tapat sans permission. Heureusement, on connaît Tintin, il a réussi facilement à s'enfuir. Il demande à l'orateur de prévenir la police et tenter que ce dernier tête le caribou Chan. Prévient les Dupont qui se rendent sur place avec lui, mais il découvre alors que Tintin a disparu. Les Dupont disent alors d'aller de leur côté pour mener les recherches, tandis que Haddock va de son côté. Plus tard, Haddock retrouve Tintin détissé en type du coin. Tintin révèle alors qu'il avait vu Chigito et ses hommes embarquer Tournesol tenter Lama et qui sont en route pour les montagnes. Tintin et Haddock embarquent alors dans un train, mais un mystérieux individu demande alors au chef de quartier d'un Indien de saboter le faton où se trouve Tintin et Haddock. Au début, ce dernier refuse, mais le mystérieux Inca le menace en disant qu'il sera puni s'il n'obéit pas aux sortes de Ti. Tintin et Haddock embarquent alors dans le train, mais c'est alors que leur faton se détache. Haddock saute du faton, Tintin, malheureusement, si Haddock a pu s'en sortir sans se faire tuer, Tintin se trouve désormais en un endroit où s'il saute, il se tue. Heureusement, il trouve le frein à main et tente de l'activer, mais il s'avère que le faton a été saboté. Lui, Milou se trouve alors devant un pont menant à un eau et je pense que tout le monde reconnaît la fameuse scène du générique de la série réanimé Tintin et ces derniers sautent dans l'eau. Milou monte où il retrouve le capitaine. Des mécaniciens le retrouvent et les ramènent à la ville de Roca où il devait s'y rendre.
Tintin et Athos décident alors de poser des questions aux personnes se trouvant sur place. Et tout le monde les répond no sé. No sé, tu veux dire non en espagnol, un truc dans le genre. Genre, Tintin part alors interroger trois personnes où il voit un jeune garçon se faire harceler et Tintin, courageux comme il est, les s'interpose pour aider le jeune garçon. Et après une pancarte contre les harceleurs de ce garçon, il tourne mener l'enquête. C'est alors qu'une mystérieuse personne lui demande l'attention en disant qu'il sait ce qu'il cherche. Donne rendez-vous, vous, dans un vieux moulin. Là, Tintin repart, mais c'est alors qu'il croise l'homme qui voulait les tuer dans le train. Train, Il lui révèle qu'il l'a vu protéger chez le jeune homme qui vendait l'essence, qui était un Indien lui aussi. Il lui dit alors qu'il doit abandonner la piste de tournesol, qu'il est trop tard pour lui. Mais Tintin refuse d'abandonner un ami, mais l'Indien, réalisant que Tintin a un cœur pur, lui donne une mystérieuse médaille. Un mystérieux médaillon, le médaillon qui ouvre les portes des cités d'or. Alors, alors, je plaisante, hein, c'est juste une vieille médaille, hein, c'était juste une petite plaisanterie. Enfin, attendez-vous à cette partie soit plein de pourrés trêve des idées d'or, hein. Enfin, quoi. Tintin et Athos se rendent au pied du moulin où il retrouve le fameux petit marchand orange que Tintin avait protégé. Chez, chez, chez Sternitz, le marchand orange se nomme Sorino, dit à Tintin et à Athos qu'il sait où Tournesol a été emmené, au temple du soleil. Il décide alors de les mener à toute la mat dont Athos semble détester. Plusieurs heures plus tard, ils s'arrivent devant un vieux ton-pointe où Citerny décide de passer la nuit. Et cette nuit-là, Tintin fait un cauchemar, se réveille et découvre que Sorino a disparu. Et pire que ça, il retrouve le capitaine bâillonné. Notre révèle alors que des Incas sont venus et ont kidnappé Sorino. Nous, nous, nous. Heureusement, grâce au chapeau de Sorino et au flair de Milou, Tintin et Athos les retrouvent et libèrent Sorino de ses peurs. Peur, peur, peur. Soudain, alors que Milou se trouve en haut d'une falaise, d'une montagne, le grand condor d'or, enfin, je plaisante encore quand c'est un grand condor d'or, arrive et le kidnappe. À son nid, heureuse Tintin d'y monter, et retrouve Milou en train de manger. On va plutôt se dire que c'était les autres. Ce sont les sauces des autres potes du condor, ok? Ok, Tintin et Milou redescendent et continuent la traversée. C'est des Andes. Ils traversent les montagnes enneigées, affrontent des ours dans une jungle sauvage, s'attaquent à des alligators, se retrouver près d'une grande rivière où, d'après la légende, ce serait ici que se cacherait les cités d'or. Je plaisante encore, hein. C'est juste ici où se trouverait le temple du soleil. Là, sur une autre site passé en premier avec une corde. Ensuite c'est Haddock. Corde. Après c'est Tintin. Malheureusement, la corde 7 et Tintin et Milou finissent noyés dans la rivière. Haddock et Sorino pensent qu'ils sont morts. Il s'avère qu'en réalité Tintin est vivant. Il est juste derrière la chute d'eau. Haddock et Sorino nous le rejoignent et découvrent l'entrée secrète des cités d'or. Non, je déconne encore, c'est encore une... C'est juste l'entrée secrète du temple du soleil. Léo explore la taverne et découvre alors de vieilles tombes au fond ainsi que les murs d'un temple
temple Inca. Tintin, Atoch et Sorino décident alors de pousser de toute leur force vers le mur afin d'entrer dans le temple du soleil, et ils tombent en plein sur une fête Inca dans le temple du soleil. Là, ils se font capturer par les Incas et décident d'attendre qu'ils soient jugés pour leur intrusion. À Sorino, le médaillon du soleil, afin que s'il meurt, Sorino devra ouvrir l'entrée des enfants. Je déconne encore, hein, vous savez. Et enfin bref. Atoch et Tintin sont ensuite amenés devant le roi des Incas et Stéphane, le fils du soleil. Lei, qui, après avoir découvert les 7 idées d'or, épousé Sia et empêché la fin du monde, est devenu roi des Incas. Je t'étonne encore. Je t'étonne encore, c'est pas Esteban le héros des idées d'or, c'est juste le chef des Incas du temple du soleil. Enfin bref. Bref. Lors du jugement, le chef des Incas décide que Tintin, Atoch et Sorino seront tous les deux mis à mort avec Tournesol, qui paiera pour avoir volé le bracelet de Rastartapac. Sorino montre alors le médaillon du soleil, la médaille que lui a donné Tintin, et c'est alors que l'homme qui cherchait depuis le début à tuer Tintin et Atoch, qui n'est nul autre que Huascar, le prêtre du soleil, le prêtre du temple du soleil, tu as remis. Il témoigne alors de la bravoure qu'avait Tintin en défendant Sorino. No. Le fils du soleil décide alors de faire clémence et accorde une. Il décide de laisser la fille sauve à Sorino. No incite une trace à Tintin et à Toc. Ils choisiront le jour et l'heure où ils mourront. Tintin et Atoch retournent alors en prison, où Atoch balance un vieux journal. Pendant ce temps, en Europe, les Tupons sont revenus en Belgique et décident alors de s'acheter le même pendule de tournesol, espérant les retrouver grâce à la radiesthésie. Retournant en Amérique du Sud, où Tintin lit le journal qu'avait lancé le capitaine Haddock, où il lit dessus sur quelque chose qui le met fou de joie, car il prétend que lui et Haddock sont sauvés. Et pendant ce temps-là, les Dupont font à Paris la ville de l'amour, où et ses lumières, où ils s'explorent la tour Eiffel, littéralement. Bon. Tintin revient ensuite auprès du fils du soleil, où il dit qu'ils mourront en 18 jours à 11 heures. Les jours passent pendant que Dupont les recherche dans une mine littéralement. Jour J de la mort de Tintin et Haddock, alors de tenter de s'évader, ils sont finalement arrêtés en vain. Les autres sont amenés devant le bûcher funéraire où ils s'y sont destinés, ainsi que Tournesol qui le rejoignent. Heureusement, Tintin est plutôt confiant, contrairement à Haddock et Tournesol. Enfin, Tournesol, il croit que c'est plutôt un film, un tournage d'un film, et c'est pendant que les Dupont sont en Égypte, pensant qu'ils y sont. Enfin bref. Alors que le fils du soleil ordonne au prêtre de brûler Tintin et Haddock, et que Sorino tente désespérément de les venir en aide, Tintin dit que le soleil ne brûlera rien, que le dieu Inca du soleil Pachacamac. Alors honnêtement, je croyais que c'était Inti ou Parachocha, le dieu du soleil. Enfin bref. Tintin insiste alors de supplier le soleil de ne pas les tuer et de se cacher pour montrer sa colère aux Incas. Et devinez-toi, une éclipse se prononce alors que personne ne s'y attendait et que Haddock pensait que son ami était devenu fou.
Mais hélas, oui, le soleil disparaît, il obéit à Tintin. C'est alors que Tintin révèle qu'il est en réalité le dernier descendant d'Esteban, le vrai fils de soleil, et qu'il a acquis par son ancêtre cette capacité à, à contrôler le soleil, et du coup, il se sert de son pouvoir qu'il a hérité de toute sa famille, mais pour cacher le soleil. Alors, cacher le soleil, mais réalisant qu'il a devant lui, le descendant d'un grand héros de son peuple qu'il a été contre Pissarro. Oh, oh, le fils du soleil supplie alors le Tintin, le ternissant en Esteban, de, de faire réapparaître le soleil, et utilisant les pouvoirs de son aïeul, Tintin fait réapparaître le soleil. Alors, évidemment, réalise. Alors, évidemment, c'est. Je t'étonne encore, hein. Tintin n'est pas le descendant d'Esteban, hein. En fait, c'est que dans le journal, Tintin, avait lu qu'il y aurait une éclipse dans 18 jours au Pérou. Et vu que les Saints ont peur de ces éclipses, car pour eux, c'est l'annonce de la colère du soleil, il a décidé de s'en servir. Vire. Tintin et Atot sont libérés pendant que les Tupons font dans une fête foraine, pensant encore une fois les retrouver. T. Tintin demande alors, après être libéré, Tintin demande alors grâce non seulement à Tournesol, mais aussi aux 7 explorateurs, en sachant qu'ils ne cherchaient pas à. Qui n'ont pas agi pour haine envers les Saints, mais, en tant qu'admiration auprès de leur civilisation. Le fils du soleil accorde alors Sainte-Clémence et brûle les poupées vaudou qui servaient à torturer les 7 explorateurs. Les 7 explorateurs se réveillent alors de leur long coma, oubliant même ce qui s'était passé. Dépassés, Tintin et Adolphe retournent alors dans leur pays et promettent de ne jamais révéler l'emplacement du temple du soleil. Et il y a quiconque, conque, conque. Mais avant de partir, le fils du soleil montre alors leur à Tintin et à Adolphe un secret pendant que les Dupont se trouvent en Antarctique, littéralement. Le trésor où se trouvent les saints qu'ont taché des Espagnols. Et de Pissarro, le trésor des mystérieux cités d'or. Je t'étonne toujours. Mais évidemment, Tintin et Adolphe refusent l'or, car ils préfèrent le garder, que les saints la le gardent, et retournent en Belgique. D'ailleurs, au cas où si vous ne le savez pas, le Temple du Soleil, il existe vraiment. Mais, vraiment en fait, il existe vraiment le Temple du Soleil. Mais en fait, mais c'est pas une communauté qui d'un cas, hein. C'est une secte fanatique. Enfin bref, je vous laisserai regarder sur internet la secte du Temple du Soleil. Passons au tome 15. Passons maintenant au tome 15 de Tintin, où si les blagues que j'ai fait sur les Citétors avec le tome 14 vous sont plus, cette fois ça va être un peu plus sombre parce que là je vais parler de faits réels et très matures et très importants, car croyez-moi, ça va faire lourd. Tome 15 Tintin au Pays de l'Or Noir commence avec les Tupons qui font chez un ragiste pour se réapprovisionner en essence. Mais alors qu'ils sont sur la route, leur voiture explose. Heureusement, ils survivent. Et devinez-toi, ce n'est pas qu'à eux que ça arrive. Il s'avère que depuis plusieurs jours, de nombreuses voitures explosent à cause de leur moteur. Ce qui provoque de lourdes tensions à travers le monde qui pourrait même déclencher une guerre. Et Dupont se rend alors chez Tintin et leur explique toute la situation. Ils lui disent même qu'ils sont déjà des suspects, une entreprise de dépannage appelée Sigmund qui falsifie l'essence. Car oui, ils avèrent que c'est en réalité l'essence qui est falsifiée pour faire l'explosion. Les Dupont décident alors de faire leur enquête chez la Sigmund en s'infiltrant en tant que nouveaux employés, pendant que Tintin décide de mener sa propre enquête en
demander au directeur de la Spittle, le plus gros fournisseur de pétrole de la Belgique, où il apprend qu'en réalité, la situation est devenue catastrophique, car pour rappel, à cette époque, l'essence est car pour rappel, le pétrole vaut très cher et est très rare. Et c'est vrai, dans notre monde, le pétrole est de plus en plus rare et de plus en plus cher. Surtout avec une Turquie qui se prépare à l'autre bout de l'Europe. Et que du coup, en tout cas, c'est juste pour vous dire que c'est un fait réel. Les, le pétrole est une ressource très rare, voire même extrêmement précieuse, si précieuse que des pays sont prêts à se faire la guerre pour en avoir plus. C'est d'ailleurs ce que explique très bien le tome 15 de Tintin, où le directeur de la Spittle explique que de nombreux pays européens sont dans des tensions à cause de tout ce pétrole. Troll. Enfin bref, le directeur de la Spittle reçoit ensuite son chef, son directeur en recherche pour trouver un remède à l'essence falsifié, mais aucun résultat n'a été retrouvé. Pendant que les Dupont mènent mal leur petite mission d'infiltration auprès de la Sigmund, et apparemment, ils ne trouvent aucune preuve pour les faire arrêter. Finalement, Tintin décide d'aller voir au côté des réservoirs, où il tombe sur une conversation entre deux mystérieuses personnes. C'est une louche, dont l'un d'entre eux s'apprête à partir faire le Spittle Star. Tintin décide alors de se faire emporter dans le Spittle Star en tant que nouveau télégraphiste. Pendant ce temps, les Dupont reçoivent un message de leur patron leur demandant de se rendre au Témède, un pays qui est sûrement inspiré du Yémen, où l'émir est en conflit avec un seigneur de terre nommé Papel Air qui cherche à le renverser. C'est un fait réel d'ailleurs dans de nombreux pays, dans presque tous les pays arabes, c'est la merde là-bas. Pas aller en conflit, etc. Ah. Les Dupont se rendent alors au Yémen dans le Pistol Star, fut que ce dernier part pour le Témède. Les Dupont infiltrent alors dans le bateau Spittle Star en tant que matelot, mais bon, vous les connaissez, ils passent pas inaperçus. Quelques heures plus tard, le mystérieux président reconnaît alors le chien retenait alors Milou qui l'avait vu le soir où Tintin l'espionnait et décide d'être prudent. Donc, il va voir les Dupont et il les a reconnus en tant que policier et décide de se faire passer pour un agent secret spécial, celle en mission. Le mystérieux Panji cherche à séparer Milou en vain. L'année venue, alors tout Tintin rapporte un message au capitaine. Il découvre qu'on a enlevé Milou. Il part alors à sa recherche et après une patère avec un homme qu'il croyait qui frappait Milou, alors qu'il frappait juste un rat, il tombe directement sur le mystérieux panty qui contenait dans un sac Milou, qu'il voulait noyer. Mais il s'avère que le choc de sa chute dans les escaliers, il a rendu le mystérieux président qui voulait tuer Milou complètement fou. Tintin l'emmène alors voir un médecin. Plusieurs jours plus tard, un bateau de la police du Kemet arrive pour inspecter le bateau. En même temps, avec ce qui se passe en ce moment dans le monde de Tintin, il fout la tapine du pont où il trouve de la cocaïne, et chez Tintin des documents secrets parlant d'une livraison d'armes au chef Papel Air,
le seigneur de terre cherche à renverser les mires. Tintin, les Dupont sont alors emmenés à Temcha, et Tintin apprend qu'en réalité, le mystérieux individu qui était un trafiquant de drogue qui était monté à bord et qui s'est fait passer pour un agent spécial au Dupont, était en réalité un simple trafiquant de drogue. Tintin et les Dupont sont donc automates pour interrogatoire, mais un espion de Mire découvre que Tintin était apparemment un espion chargé d'unir vrai son tard. En réalité, c'était l'homme louche qui avait planté ses faux documents dans la tapine de Tintin. Demain, Tintin se fait kidnapper en ville par les hommes de Papel R qui l'amènent dans son camp, plusieurs jours. Pendant ce temps, les Dupont apprennent l'enlèvement de Tintin et filent à sa recherche. Papel R accueille alors Tintin auprès de lui, pensant qu'il était l'autre, mais en réalité, Tintin ne sait rien des armes. Sam, Papel R pense alors que c'est en fait un espion de l'émir et décide de partir. Tire surtout après près qu'un escadron d'avions de l'émir était ouvert son camp. Et on part Tintin comme otage. Pendant ce temps, alors que les Dupont ont plusieurs problèmes avec des mirages, etc. Un coup, ils s'envoient, un coup, une fois ils pensent être un mirage, alors qu'en fait, ce n'est pas un. Enfin bref, vous connaissez les problèmes qui étaient. Ce temps, dans la caravane de Peppa Air et Tintin meurt de soif, et malheureusement, fut de Tintin porte des vêtements super chauds, il s'évanouit, et Papel Air et ses hommes l'abandonnent. Heureusement, Tintin trouve une oasis et décide de s'y reposer un temps. Venu, il entend des bruits de calots, des cavaliers, mais Tintin trouve ça louche et il reconnaît la voix. Il reconnaît surtout la voix du chef des cavaliers. Ces derniers poussent alors quelque chose sur un tuyau, et c'est alors lors qui était en réalité une pompe. Ces derniers ont en réalité fait sauter un pipeline. Pour ceux qui ne savent pas, les pipelines sont de grands réservoirs de pétrole. Enfin bref. D'ailleurs, c'est un fait réel. Car en Arabie, je vous rappelle, c'est hyper dangereux là-bas. Il y a vraiment, surtout qu'en ce moment, l'Arabie est en guerre contre Enfin bref, mieux vaut que vous vous renseignez plus aux infos parce que là, je suis ici pour raconter Tintin, pas ce qui se passe en Arabie. Enfin bref, Tintin décide alors de suivre les cavaliers et en se faisant passer pour l'un d'entre eux. Les cavaliers se séparent pour brûler les pistes et Tintin suit le chef d'entre eux qui s'avère être le docteur Muller, le chef de la bande de fous-monnayeurs que Tintin a démantelé sur l'île Noire. Noir. Malheureusement, Muller découvre sa supercherie et tente de s'en débarrasser. Heureusement, les Dupont qui passaient par là. Heureusement, vous connaissez. Il ne se laisse pas faire. Après une confrontation avec Muller, le docteur réussit à s'enfuir, laissant à nouveau Tintin abandonné dans le séraphin de son pauvre chien. Heureusement, Tintin et Milou retrouvent les traces de la Jeep des Dupont. Malheureusement, ces derniers finissent par tourner en rond, et pendant que Tintin les suivent. Tintin remarque alors que les Dupont tournent en rond et tout du coup, ils sont perdus aussi. Mais c'est alors qu'une tempête de sable se lève. Tintin s'apprête alors à Milou attendant la fin de la tempête. Heureusement, les Dupont sont eux aussi prêts dans la tempête. Tintin leur hurle alors de venir, mais les Dupont pensent les tristes sont encore un mirage. Mais évidemment, un mirage, ça ne parle pas, ça se voit. Alors les Dupont font demi-tour et retrouvent Tintin. Ainsi qu'un chapeau qu'un Dupont avait perdu. Finalement, les Dupont repartent avec Tintin qui est complètement crevé, finit par dormir et malheureusement, les Dupont aussi. Ils s'arrivent alors dans une grande ville du Gémède où ils provoquent la panique. Ils s'arrêtent. Tintin se retrouve alors dans le palais de l'émir.
Lemire tue Clémède, où il croise le docteur Muller. Heureusement, ce dernier l'a pas reconnu. Nu. Tintin sort alors auprès de l'émir pour lui demander grâce au Tupon et Tupon en leur expliquant toute la situation. Il lui raconte également toute l'histoire en rêvé. L'entouré. C'était Muller qui dirait c'est les sapoteurs qui mettaient le feu au pipeline. Mais l'émir nie complètement cela, car ce dernier pense que c'est Papel Air qui est derrière tout ça. Il s'avère aussi que le docteur Muller est ici haut sous le nom du professeur Smith, un archéologue qui représente la Stoll Petroleum. Et Tintin réussit enfin à comprendre tout ce qui se passe. Il s'avère que Muller, sous le nom du professeur Smith, veut que l'émir fasse signer un contrat à la Stoll Petroleum pour qu'il lui cède tout le pétrole du pays. Il s'avère qu'en réalité, Muller, dirigé par la Stoll Petroleum, veut en réalité éliminer tous leurs concurrents en sabotant l'essence. Sens, Tintin confia alors l'émir à ne pas signer le contrat de Muller, car cela signifierait la troisième guerre mondiale. Troisième guerre mondiale qui risque actuellement d'arriver chez nous, hein. Hein. Alors que l'émir change d'avis, ne signe pas le contrat de Muller, et est averti dit que son fils a disparu. Son fils s'avère être un sacré diablotin. Tintin et l'émir recherchent son fils dans le jardin, mais Tintin révèle qu'il est probable que le fils de l'émir, le prince Abdallah, a été kidnappé. Et justement, un chevalier arrive avec une lettre révélant que Papel Air a bien enlevé son fils. Et évidemment, Tintin n'y croit pas trop. Et alors que l'émir reçoit son chef de guerre, et après s'est fait que leur cigarette est explosée, c'est avec une plaque d'Abdallah, et vous allez voir, Abdallah c'est un vrai petit diablotin. Enfin bref, l'armée de l'émir part à la recherche du prince Abdallah, mais Tintin révèle qu'en réalité, c'est le docteur Muller qui a enlevé Abdallah, là, en faisant porter le chapeau à Papel Air. Et si Tintin a laissé partir les cavaliers de l'émir, c'était pour faire croire à Muller que sa ruse a fonctionné. Mais Tintin décida lors de partir à la recherche d'Abdallah. Tintin part alors en ville où il tombe sur un mystérieux homme de la ville en train d'éternuer, pensant d'abord à un rhume, mais ou plutôt à une poutre à éternuer, vu qu'Abdallah est un farceur et du coup il a de la poutre à éternuer. Et suit alors le mystérieux homme qui se rend, c'est un vieil ami à lui, le seigneur Olifera Tavika. Vous savez, le petit marchand charlatan là, que Tintin a rencontré dans les cités du pharaon. Et je vous avais dit que dans cet homme-là, vous savez, dans cette vidéo, vous allez voir de nombreuses personnes que vous connaissez. Enfin bref, le seigneur Olifera Tavika accueille Tintin chez lui, où ce dernier révèle que le docteur Muller est son meilleur fournisseur. Tintin demande alors un service au seigneur Olifera Tavikera, le faire entrer dans le palais du docteur Muller. Le seigneur Olifera accepte en échange de devienne le fournisseur de l'émir. Tintin et Olifera et Tavikera s'infilent dans le palais de Muller, Tintin se faisant passer pour son neveu Alvaro. Le seigneur Olifera Tavikera attire l'attention des cartes en lui racontant l'histoire de son neveu Alvaro. Dont Tintin se fait passer pour lui. Tintin en profite alors lors que le seigneur Olivera Tavitera raconte son histoire aux hommes de Muller pour entêter. Il s'infiltre dans son bureau dans son bureau où il trouve que Muller semble être intéressé par l'épidémie à explosion à essence.
C'est alors que le docteur Muller arrive depuis une trappe secrète dans son bureau. Et qui, après avoir, par accident, fait tomber la poutre à éternuer Taptala, là, Tintin et le docteur Muller qui éternue se révèlent et une confrontation commence entre les deux. Tintin finit par bâillonner les Muller et prévient les Mire. Mire qui demande à Lire se faire encercler le palais du docteur, pendant que Tintin fouille le bunker tumulaire pour retrouver Aptala. Il trace un carte-mulaire qui l'a fait prisonnier et retrouve la chambre du prince, où on apprend que ce dernier est un sacré petit diable. Vous allez... Sérieusement, il crie, il hurle, etc. Il fait des caprices, mort même Tintin, etc. Ah non mais, son père, il est sûr de vouloir le retrouver. Enfin bref. 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 L'homme de main de Muller que Tintin avait prisonnier se libère, et libère ensuite son patron, qui prévient tout le monde. Muller et ses hommes encerclent alors Tintin de le tuer. Heureusement, Abdallah, qui est un vrai petit diable, réussit à été Tintin sans le vouloir s'échapper. Et alors, lors que les tirs d'une mitraillette teintent les hommes de Muller, l'air fait exploser des feux d'artifice. Tir. Tintin reconnaît alors la voix du capitaine Atot qui venait avec la carte Lémire ainsi que Milou. Malheureusement, le docteur Muller s'est enfui avec Aptala. Tintin et Atot se précipitent alors pour venir en aide au prince et pour suit le docteur Muller avec les Dupont qui sont partis avant eux. Pendant ce temps, Aptala, qui est un vrai petit diable, emmerde le docteur Muller, l'air jusqu'à littéralement lui faire tout ça en instant. Et littéralement. Non. Non mais, est-ce que son père a vraiment envie de le retrouver, lui, ce petit diable? Non mais mon Dieu. Non mais même mes cousines sont moins pires que lui. Oui. Enfin bref. Tintin ordonne alors que Muller relâche l'enfant, mais ce dernier menace de le buter. En même temps, je crois qu'on serait pas contre ça, hein. Ça, hein. Après ça, Muller vole la voiture de Tintin et Atot et s'enfuit avec le prince. Aptal a réussi à s'enfuir et pendant qu'Atot le garde et se dispute même avec lui, Tintin affronte le docteur Muller et malheureusement, l'activité du pont arrive et Tintin le prévient qu'il va bientôt être arrêté. Muller panique et se débarrasse d'un mystérieux produit appelé le N14. Une fois débarrassé du produit, ce dernier réalise que s'il se fait capturer, il sera torturé. Allez, il s'y refuse et décide de tenter de se tuer. Tintin l'ordonne d'arrêter, mais il s'avère que c'était juste un pistolet à encre que Abdallah avait remplacé par son vrai pistolet. Les Dupont arrivent sur place et à toute une mitraine, ils retrouvent le tube de N14, confrontant avec les aspirines. Les Dupont avalent le comprimé et se retrouvent dans un mystérieux état. Ils retrouvent alors Tintin et Atot, ainsi que Muller et Aptala. Là, ils récupèrent d'ailleurs le mystérieux tube que Muller s'en était débarrassé et décident de les faire analyser par le professeur Tournesol. C'est alors que les deux Dupont se retrouvent mystérieusement malades et leur poids se met même à pousser à une vitesse incroyable. Tintin accompagne alors les deux policiers à l'hôpital, pendant qu'il ramène Aptala chez les Mire. Tintin livre ensuite Muller à la police en lui promettant un procès honorable. Un procès que les Mire acceptent. Quelques semaines plus tard, le professeur Tournesol analyse les comprimés, mais N14, le docteur Muller
s'en débarrasser. Il s'avère ce comprimé mais augmenter la puissance de l'essence jusqu'à la rendre explosive. Sive. D'ailleurs, ce dernier a littéralement fait exploser mon laser, ça à cause des tests sur l'essence. Des tests, oui, car apparemment, la photo que vous voyez là, c'est celle de mon laser après la première expérience. Hein. Enfin bref. Il s'avère que Muller était un agent d'un puissant pays qui cherchait à s'emparer de la puissante ressource pétrolière du Med. Et tu devais tout d'abord se débarrasser de leurs principaux concurrents internationaux, nous grâce au N14. Heureusement, la paix. Heureusement, maintenant que le docteur Muller a tout révélé, que les tubes du pont sont soignés à l'hôpital, et que malheureusement, Abdel a continué à faire des farces, la terre a évité dans le monde de Tintin, et prions pour que ce soit le cas pour nous aussi. Fin. Ce tome 15 de Tintin est très important pour moi et je trouve d'ailleurs trop sous-estimé, car on peut dire qu'aujourd'hui il montre des faits réels dans notre réalité. Par exemple, le fait que des pays sont prêts à se faire la terre juste pour de petites ressources comme le pétrole. Et surtout, ça montre très bien que ce que vivait Tintin lors du tome 15, c'est ce qui nous arrive aussi. Il y a des tensions de partout et si ça se trouve, on est pile poil dans le prélude d'une troisième guerre mondiale. Et tout ce qu'on peut espérer, c'est que si Tintin a évité la troisième guerre mondiale dans ce monde, espérons que ça soit le cas pour nous aussi. En attendant, je vous le dis à la prochaine pour le tome 16, 17 et 18. Moi, je peux vous le dire, vous allez voir tout dans ces prochains tomes, on va voir que Tintin n'est pas du tout un adolescent comme les autres. Sur ce, à la prochaine, c'était CP, ciao.